Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L''IRE comme colère, mais aussi comme parole, qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature, parce qu'elle est le langage du monde. Pour notre émission d'aujourd'hui, je reçois Claude Bert. Claude Bert est poète, auteur dramatique et bien d'autres choses. Après un double cursus de lettres et de philosophie, elle obtient une agrégation de lettres, enseigne en lycée, en université, en école d'art et à Sciences Po. Puis elle occupe des fonctions académiques et nationales. Elle a dirigé une collection de poésie aux éditions de l'Amandier, a fait partie de jurys et associations littéraires. Elle est vice-présidente du Centre national de poésie de Marseille. Claude Bert a publié une quinzaine d'ouvrages, des livres d'artistes, mais elle a aussi publié dans de nombreuses anthologies et revues. Elle est aussi une femme engagée pour lutter contre les discriminations, engagée pour faire entendre la parole des femmes, notamment en littérature. J'en veux pour preuve les nombreux séminaires et cours qu'elle anime en université et les innombrables articles dont elle est l'auteur, comme par exemple, dernièrement, Le genre dans la langue, un article publié sur le site Cunilingus en septembre 2021. Problématique de fond, que font le genre et la langue à la poésie ? Alors Claude Bert, vous l'aurez compris, c'est une voix incontournable de la littérature francophone. Ses œuvres abordent des questions essentielles, de la mort à l'édification d'un parcours de vie où la trace, à commencer par celle laissée par l'écriture, est sans cesse interrogée, mise à distance et sublimée dans et par le travail de la langue. Cette écriture est initiatique et si elle met l'individu face à lui-même, il est également confronté aux absurdités que l'humanité n'a cessé de perpétrer dans son avancée historique. L'œuvre de Claude Bert met en exergue, à travers des éléments anecdotiques, un nous, celui de l'humain et celui de sa barbarie séculaire. Femme engagée, œuvre engagée, je reçois donc Claude Bert qui suivra le fil des voyelles aujourd'hui pour évoquer des sujets qui lui tiennent à cœur. Une sorte d'abécédaire au féminin, si on veut céder aux archétypes qui structurent notre inconscient, ce qu'elle ne fait jamais sans se livrer à une exégèse percutante et initiatique. Alors, Claude Bert, à travers les voyelles, que voit-elle ? Eh bien, merci d'abord de me recevoir, de tout ce que tu viens de dire. Juste une toute petite correction, je ne suis plus vice-présidente du Centre international de poésie de Marseille. Je l'ai été un temps, je reste au conseil d'administration, mais je ne le suis plus. Mais enfin, ça, c'est pas très grave, mais c'est quand même pour préciser les choses. Alors le A. Le A. Le A. Ah ben, écoute, je crois que je laisse un peu aller comme ça, immédiatement, ce que ça évoque. Et il me viennent deux mots. Alors, je crois que j'ai fonctionné par couple. C'est bien de fonctionner par couple. Magnifique. Amour, art. Voilà, les deux mots qui, moi, me viennent à l'esprit parce que tous deux sont une expérience sensible. Tous deux sont de l'ordre de l'expérience. On ne peut pas transmettre de façon abstraite ni l'expérience de l'amour ni celle de l'art. On ne peut que les vivre. Ensuite, parce que dans l'amour, il y a de l'art. Il y a un arte amoroso, comme je dis dans la Prima Donna, la Prima Donna, c'est évidemment une pièce de théâtre. Et donc, cet art amoureux, c'est aussi un art de vivre, bien évidemment. Et il y a dans l'art, peut-être, je dirais pas une forme d'amour, mais en tout cas une forme de rapport à l'autre qui est fondamentale et qui est aussi de l'ordre de la création. Dans un cas comme dans l'autre, dans l'amour comme dans l'art, on crée d'abord et on s'adresse à l'autre. On est dans le rapport à l'altérité. Voilà, et moi, j'aurais pu dire altérité aussi, tu vois. Ah oui, voilà, j'aurais pu mélanger ces trois termes, amour, art, altérité. Et j'aime beaucoup ce terme d'altérité, comme chez Lévinas, quoi, qui est le fait qu'au fond, la conscience de soi, ce que l'on est, s'enracine dans la reconnaissance de l'autre et dans l'expérience de l'autre. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est une chose à rappeler fortement. Fortement, il n'y a pas de jeu sans tu. Non. Voilà, et je pense que l'art, pareil, c'est une expérience de l'autre. Et quand tu regardes une œuvre d'art, tu fais l'expérience de l'altérité, tu rentres dans un autre monde, etc. Donc l'amour et l'art sont des expériences d'altérité. Donc je les ai mis à la lettre A. Et puis toutes les formes d'amour, à Eros en premier, naturellement. Oui. Parce que parce à la fois l'érotique, la passion, parce que c'est aussi la pulsion qui, c'est ça, sublimée, selon Freud, donne la pulsion créatrice. Oui. Donc ensuite, philia, cet amour, cette amitié,
cette camaraderie, cette empathie, on dit aujourd'hui, qui lie les êtres humains et qui permet de faire société. Et même agapé, c'est-à-dire finalement les 3 sortes d'amour grec, hein, qui est agapé, c'est plus loin, cette espèce d'amour plus spiritualisé et qui est dans l'ordre de la générosité. C'est plus proche de la compassion bouddhiste, de la caritas chrétienne, etc. Moi déjà, je m'en tiens à Eros, à Phidias, et c'est déjà 2 piliers suffisants pour, je pense, essayer d'avoir un peu de justesse et un petit peu de justice. Voilà, déjà là. Et puis agapé, c'est une utopie, voilà. Pas une utopie, mais un élan vert. Voilà ce que je mettrais sous les mots, sous la lettre A. Ah, voilà. Très bien. Il y aurait d'autres choses, hein, mais c'est cela qui m'est venu. Très bien. Et est-ce que tu as associé un texte aussi avec cette lettre et ces mots d'amour, d'art ? Alors, j'ai associé quelques textes comme ça à toute allure en venant dans le métro, parce il faut improviser sur cet abécédaire, sinon c'est pas très... alors, ce qu'il y a, c'est que, bon, sur l'art, il n'y en aura pas, j'en ai beaucoup écrit, mais ce n'est pas du poème, c'est du texte, soit du texte critique, soit du poème associé avec... J'ai beaucoup travaillé, les livres d'artistes, il va en sortir un d'ailleurs bientôt avec Jean-Yves Cousson, donc j'ai beaucoup travaillé ça, mais ça, ce sont des textes de poèmes qui sont mis en parallèle, en dialogue. Moi, j'aime bien les livres de dialogue, le terme de livre de dialogue avec une œuvre plastique. J'ai fait Paysages de cerveau avec les photographies d'Adrienne Hart. Qui sont extraordinaires, les photographies d'Adrienne. Voilà. Je pense qu'il va ressortir Paysages de cerveau. Ah. Il va être réédité parce qu'il est épuisé, tout simplement. Ouais. Hein. Et donc, il va ressortir dans les mois qui viennent. Je ne sais pas exactement quand. Donc ça, c'est autre chose. Donc je ne vais pas faire de texte sur l'art, ça ne veut absolument rien dire. Non. Ou dans ce jeu de dialogue, parce qu'on n'a pas l'image sous les yeux. En revanche, je vais faire parce que l'amour, c'est plus largement encore, hein, c'est l'amour de la vie. C'est ça. Et je peux dire que j'aurais aimé la vie. Dans son tragique, dans son ambivalence, dans sa dualité. Elle est initiatique, comme le poème. Hein. Oui, alors je fais lire d'abord, par exemple, un court texte qui est je vais en lire peut-être un ou deux, je ne sais pas trop. Ah ben oui. Mais le dernier texte de La mort n'est jamais comme, qui est tout de même, qui est paru chez Bruno Loucet, et qui est un livre... sur le deuil, sur la perte, puisque c'est la perte de quelqu'un qui vivait avec moi, qui était ma compagne, et puis il y a longtemps, mais qui n'est pas un livre triste pour autant. Non. La mort, c'est tragique, c'est autre chose, qui dit le tragique de notre vie et qui en dit aussi l'éblouissement. Voilà. Donc il y a le dernier texte, et donc on va voir comment je le vois. Le temps sur le cœur épuisant sa durée, il siffle un venin de vipère. Le savoir, simplement lové dans sa spirale auquel on s'habitue. Avant que ne se brisent les chines sur le ciment d'un caveau, gloire à d'où je viens et vers quoi jamais je ne retournerai, à ces demeures provisoires, dénuées de deuil, à la clémence d'un hasard dont rien ne sera mien, pas même la tristesse, mais avant ces débris, à la vie. Mais oui. Eh oui. Et puis je peux lire aussi, alors page, toujours du même texte. Donc toujours La mort n'est jamais comme, paru chez Bruno Doucet. Voilà. Et qui est paru en quelle année ? C'est la 5e réédition. Voilà, c'est ça. Donc il est paru là il y a 2 ans, mais il a eu le prix international Yvan Goll en 2000. Ouais. Donc c'est un livre à la fois ancien et tout récent. Est-ce que tu as écrit pendant ? Je pense que la femme avec qui tu vivais était malade. Est-ce que tu as commencé pendant ou après ? Elle n'était pas malade ? Non. Elle souffrait, elle était schizophrène. Uh-huh. Ouais, ça, c'est une autre question. Ah, ouais. Mais on n'a pas le temps de l'aborder ici, la question de la souffrance mentale ou de la folie. Elle aimait bien employer le mot folie, justement. C'est pas la névrose, c'est la schizophrénie. C'est une épreuve, ça fait partie de ces épreuves extrêmes, comme la mort, comme la guerre, comme ce genre de choses, qui apprennent justement une posture et souverain maître. Ouais. Bon, alors j'ai pas retenu ce mot puisqu'il n'y était pas là. Et donc justement, je vais faire ce texte-là. Vas-y. Justement, cette ouverture. La nuit, le ciel. Certains soirs, face offerte à la nuit, tu guettais les comètes chargées de vœux rayant le ciel, y croyant sans y croire avec la crédulité de l'espoir consenti à l'insensé, même si nous trahissaient Dieu et les étoiles. Ne tenant serment de rien, ces rocailles venues du lancinant d'un lointain de nous-mêmes autant que de nos yeux, où nous puisions consolation.
le temps que fasse signe au rouet du chariot cette filasse d'étincelles dont se découd dans l'œil l'ourlet en cicatrice. C'est courage d'y croire, pour dérober encore à la barbe d'Orion et au nez de Beltégeuse une innocence d'enfance consumée sur la rétine en simulacre d'espérance. Dans cet ouvert du corps qui s'arpente à son illimité, c'est courage qu'il faut en se sachant mourir. Dans ces cristaux d'éphémères, dont le seuil caille en gifle sur le défabriqué du ciel, comme à la pente du temps constant, une maison durable, dans la trajectoire calculée d'horoscopes chimériques, je ne garde, pour la beauté du geste, et comme dernier denier de l'esprit dépouillé de tout avant qu'il ne le soit de lui-même, que bienveillante, et veillant bien, ta vigilance à ce grésil de Brandon, à leur légende, à la nôtre, à toute légende, à toute vie. Voilà ce qui est pour moi l'amour. C'est l'amour. La bienveillance et la vigilance à toute légende et à toute vie. Alors vous écoutez Radio Fréquence Paris Pluriel, 106.3, émission Lire du Dire, et je reçois Claude Bert, que j'interroge suivant un abécédaire, peut-être au féminin, je ne sais pas, parce qu'on n'a retenu que les voyelles. La lettre E, Claude Bert, qu'est-ce qu'elle t'a inspiré ? Alors, la lettre E, écriture, évidemment. Voilà. Écriture et énergie. Voilà, Ouais. j'ai fait des couples. C'est bien ça de faire des couples Ouais. humains qui ça. enfin pas humains là, en l'occurrence, mais des choses qui se combinent, s'appellent, se rejoignent. Écriture, énergie. Bon, écriture évidemment, puisque l'écriture c'est ma vie même. Bon, et énergie parce que pour moi l'écriture est indissociable de l'énergie. Alors qu'est-ce que j'appelle l'énergie ? C'est le rythme, c'est le souffle, c'est la voix, c'est le ruah hébreu, c'est le pneuma grec, c'est-à-dire. Vous avez vu, là, tu as lu, je fais des alternances, hein, justement, entre des textes très brefs, très serrés, et des textes longs, très amples, dans lesquels il y a justement un souffle vital, un souffle, l'expire. Mais j'aime bien le contraste entre l'expire et l'inspire. Après tout, hein, le mot inspire, Voilà. le mot inspiration. Hein, Et puis il y a de l'énergie dans les lettres, Voilà. dans les sons, dans les dans lettres. les sons, oui. Dans les Tu sons, vois, oui. dans les sons. Dans les sons. Mais tout à fait d'accord avec toi. Mais dans le mot inspiration, par exemple, je ne l'ai pas retenu parce que c'est un mot un peu vieilli, mais c'est dans le sens poétique, mais il a un sens tout à fait concret. Inspirer, c'est respirer. Tout simplement. C'est le premier temps de l'inspiration et après on expire. Et c'est assez intéressant que inspirer, a donné l'inspiration, la création, etc. Alors que expirer, ça veut dire mourir. Il a expiré. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un poète inspiré ? C'est un poète vivant. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, on enlève tout le fatras académique qu'il y a là-dedans. Hein. Ouais. La vie, c'est ce qui respire, Ouais. ce qui va dans le jeu de contraste. Entre moi, ce que j'appelle d'ailleurs entre la voix et la vue. Ouais. Entre l'immédiat, la chaleur de la voix, l'énergie de la voix. Là, je suis en train de parler et j'ai une manière toujours engagée. La voix, c'est un engagement. Engagé au sens du corps engagé. Hein. C'est toujours un engagement du corps, le poème. Une pulsion forte. Et puis, j'aime beaucoup que cette pulsion se tresse. C'est pas j'aime beaucoup, c'est que je travaille comme ça. Et que pour moi, c'est indissociable. Que la pulsion, l'élan du poème, un élan comme ça. Bon. Cet élan soit sans cesse tissé au recul. Ce que j'appelle la vue. Parce que la vue, c'est la distance. La voix, c'est la proximité, et la vue, c'est la distance. La voix, elle entre dans nos oreilles, elle nous touche. Ouais. Et à quoi servirait une écriture qui ne touche à rien ni à personne ? Ni personne, à rien ni personne. L'écriture, ça touche. Est-ce qu'elle doit chercher à toucher ou est-ce qu'elle touche Je sais pas. Je sais pas répondre à une question comme ça, parce que je sais pas si ça cherche pas, je travaille. Voilà. Je travaille de façon extrêmement rigoureuse, je laisse mes textes attendre, je publie peu, tous les 4 ou 5 ans, mais des gros bouquins, effectivement, qui font 120 pages, et des textes que j'ai relus, qui ont été relus, retravaillés, etc., où j'essaie de garder à la fois, alors ça, là, je peux dire j'essaye, je cherche de garder à la fois ce qui, justement, le mouvement initial, le rythme initial, le souffle initial, mais en même temps où il y a rigoureuse distance de la vue. C'est-à-dire une rigoureuse retour sur le texte. Retour, et puis je jette. J'adore jeter, j'adore me débarrasser. De toute façon, il y a des poètes de sortes différentes. Il y a des poètes qui accumulent, et c'est le temps qui choisit. Hein, tu prends Hugo, Aragon, par exemple, ils ont fait des tonnes. Mais là-dedans, il y a le meilleur, et puis beaucoup moins bon. C'est le lecteur qui trie. Et puis tu as des poètes, comme Baudelaire, par exemple, hein, c'est peu.
ce qu'il laisse par rapport à Hugo, par exemple. Mais dedans, tu n'as plus rien à jeter. Hein, non, tout est bon. Ouais. Et là, on fait partie d'un tempérament ou un autre. Moi, je suis une poète jeteuse. C'est-à-dire que donc, je laisse... je ne garde que les textes dont je considère qu'ils tiennent. Voilà. Mais c'est quoi un texte qui tient, alors ? Alors, un texte qui tient, c'est un texte qui a la tenue. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'un texte qui a la tenue ? C'est un... Alors, voilà, j'allais dire, il n'y a pas de critères extérieurs. Parce que quel que soit le type de texte, il y a des choses très, très, très différentes qui tiennent. Alors après, c'est un peu comme, j'allais dire, entre guillemets, c'est une question de goût. Mais je dis pas par goût, chacun ses goûts, non, ça m'intéresse pas, c'est des banalités de comptoir, ça m'intéresse pas du tout. Non, quand je parle de goût, c'est parce que je me souviens que le mot saveur et le mot sagesse viennent du même mot latin sapere, qui signifie goûter. Bon, et la langue, ça se mange dans la bouche, ça rentre dans l'oreille, ça passe par les yeux. Il y a quelque chose d'une oralité de la langue et du poétique en particulier, si tu veux, qui a à faire. Et à un moment donné, j'allais dire, c'est presque une métaphore culinaire. On goûte si c'est cuit. Il y a quelque chose qui est de l'ordre à la fois du raisonné et puis de l'ordre de l'intuitif. Et là, je ne peux me fier qu'au bout du bout à ma décision. C'est-à-dire que soudain, il y a une décision qui dit, là voilà, le texte, il est prêt. Comme tu dis, il est cuit. Le papier, il vaut mieux pas qu'il soit cuit. Parce que c'est cuit c'est qu'il est trop cuit, il n'y a plus qu'à le jeter. Non, mais il est dans cet état où il est suffisamment ouvert, voilà ce que je dirais peut-être, suffisamment ouvert pour accueillir l'autre, pour que l'autre puisse y rentrer avec sa propre sensibilité, et suffisamment fermé pour n'être pas n'importe quoi. Un poème, c'est pas ce qui exprime quelque chose. C'est pour m'exprimer, je m'intéresse pas, moi, de m'exprimer. Ce qui m'intéresse, c'est à travers, effectivement, l'expérience de soi, à travers ce que l'on vit, provoquer quelque chose chez l'autre. Voilà, le poème provoque ou tente de provoquer. Après, on n'en est jamais sûr. Non. C'est une décision. Tente de provoquer chez l'autre quelque chose. Et je dirais quoi, en fait ? Je dirais qu'un poème, c'est ce qui provoque du mouvement. C'est ce qui fait déclic. C'est ce qui fait court-circuit. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, ce qu'on ressent tous les jours et qu'on vit tous les jours n'est plus entendu, n'est plus vécu. Soudain, ça redevient vivant. C'est-à-dire, si tu veux, ce qui redonne aux oreilles des habitués d'entendre la capacité d'écoute et redonne aux yeux des habitués de voir la capacité de voir. Donc, si tu veux, en ce sens-là, c'est ça pour moi un poème. Alors après, c'est moi qui me dis, tiens, donc ce que j'appelle la tenue d'un poème, c'est ça. C'est-à-dire, c'est entre l'ouvert. Moi, je disais parfois à mes étudiants quelque chose qui les faisait beaucoup rire. Hein, parce que j'aime bien les comparaisons triviales. Passer du plus complexe à la philosophie, tu le sais. Hein, j'ai enseigné la philosophie, je suis professeur de philosophie. Mais des choses vers la comparaison la plus simple, la plus immédiate. Et je disais quelquefois, vous savez, un poème, c'est comme une chaussure. Il faut que celui qui l'écoute puisse y mettre son pied. S'il n'y a pas le creux où il puisse se mettre, vous parlez de vous rien que pour vous et à vous. Vous vous exprimez, mais ça, c'est tout. Mais en revanche, une pantoufle n'est pas une chaussure de ski. Non. Il a quand même une forme, ni un talon, ni des talons aiguilles, ni etc. C'est-à-dire que donc, c'est pas n'importe quoi, c'est pas un test projectif, un poème. Mais en même temps, donc il dessine quelque chose, bien sûr. Et ça, c'est ma part. Mais ensuite, il faut que bien sûr que j'y suis totalement dedans, parce qu'on écrit avec rien d'autre qu'avec son bagage de vie, bien sûr, bien évidemment. Mais il faut que l'autre puisse s'en emparer. Et j'ai eu l'expérience, par exemple, je pense à ce qui reste dans le poème Dans la mort n'est jamais comme. Des gens ont vu la mort du père, la mort du frère, de la sœur, de leur compagne, de leur compagnon, alors que dans le texte, c'est très très clair qu'il s'agit du conjoint, de la conjointe, etc. C'est très clair. Mais les gens le lisant, enfin les lecteurs le lisant, se l'appropriaient. Et c'est très bien. C'est cette ouverture. Voilà. Et du moins, ils projetaient dedans leur propre expérience de la perte, de l'amour, etc., etc. Et elle est. Comment elle se forme, cette ouverture ? Qu'est-ce qui fait que du particulier, tu ouvres et tu accueilles le monde, les gens, tu les touches ? Je vais peut-être dire un texte. Ah voilà. Voilà, comme ça, on va voir. Voilà, j'ai exactement. 3 textes sur le poème que je définirai de demain. Je garde bien de définir le poème. Mon poème, c'est-à-dire ma poétique. Et tout poète, enfin, il y a des choses qui se rejoignent quand même, mais définit une poétique. Donc, et tu nous lis toujours La mort n'est jamais comme, paru chez Bruno Doucet. Voilà.
le texte augural, le tout premier texte. Ce qui reste, parfois je l'appelle poème, car toujours le poème n'est que ce qui reste une fois que, après que, avant que, ou alors il ne reste rien. Ce qui reste de mémoire dans le corps et ce qui reste de mots pour dire, une fois tu l'emballement des mots qui s'écoutent, peut-être par défaut, mais c'est le mot qui me reste, comme d'ici où j'écris sans savoir ce qui va rester, ou même s'il va rester, comme par exemple, quand une fois déserté et déshabité enfin le nom, il ne reste que ce qui reste de la soustraction, quand écrire et soustraire, et par ce retrait saisir, c'est peut-être parfois ce qui reste de la poésie. Quant à ce qui reste du poème, ou s'il en reste, il m'arrive de m'en inquiéter comme d'une parole de ma mort, tout en sachant qu'elles sont indifférentes, cette parole et ma mort. Je m'en inquiète par sursaut du corps et de la conscience, mais jamais autrement. Sinon la colère m'envahit comme s'il me menaçait, cette asphyxie que provoquent les systèmes avec leurs orthodoxies et leurs anathèmes. Cela est sans doute injuste, mais tant pis. J'ai préféré les mystiques aux dévots et le silence aux dogmes, si bien que je profère peu de paroles, que je ne rature aussitôt après, jusqu'à ce qu'il n'en reste rien, ou presque rien. Cette lacération de beaucoup de ce que je dirais et cette douleur, c'est ce qui reste de mon histoire avec la philosophie. Quelques fragments des cahiers de Wittgenstein et la définition spinoziste du bien comme augmentation dans l'être et du mal comme diminution dans l'être. C'est ce qui reste avec le poème. Avec le poème surtout, comme un essai très difficile, très prudent, de réconciliation. Tant je redoute ce qui se dit de et ce qui se dit sur, comme un essai de parole qui cesse de. Et cette cessation, ce qui reste, une fois que cesse la tyrannie de la parole, je l'appelle poème. Voilà. Puis le texte continue, et de toute façon, dans ce qui reste, j'entends ce qui reste, écoutant ta mort dans les mots, etc. C'est un tombeau, un poème au disparu. Quoi. Mais là, je ne peux pas le lire en entier. Non. Et donc, juste ce fragment. Puis, qu'est-ce que je dirais aussi? On va peut-être passer à la lettre I et suivante. Bah oui. Voilà, mais je dirais simplement une chose encore. C'est que j'ai défini le poème aussi. Enfin, je définis. Pour moi, le poème est aussi un effort de clarté. C'est ce qui reste. Et un effort de clarté. Juste quelques lignes. Un effort de clarté j'ai fait. J'ai toujours fait un effort de clarté, labourant, foulant la langue de mon pétinement, épelant à ce labeur de labour le poème, dans l'aller-retour de la langue d'un bout à bout d'elle-même, fouillant l'ornière, par une de ces prémonitions de l'encens à l'insensé, mémoire d'un futur et anticipation du passé plus que de l'avenir, au fond du sillage sillonné de veaux, dont je ne sais le son qu'en glossolalie de langue, brisée, déchirée, défrichée de ce recreusement, par cet aveuglement, paradoxalement, phare de vigie mais phare de bambou, cassant, craquant et de paille dans un ouvert de terre noire, j'ai fait un effort de clarté, comme sachant qu'il allait falloir aller dans la plus grande nuit, etc., etc. Donc c'est comme ça que je parlerai du poème. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, émission littéraire Lire du dire, et je reçois Claude Bert qui aborde les voyelles de l'alphabet aujourd'hui, et nous en sommes à la lettre I. Alors I, Claude Bert. Alors j'ai continué, j'ai fait des couples. Hein. Donc je vais faire des couples. Comme ça c'est bien, il y a deux, il y a des contralliés, il y a de la tension, un mot important pour moi, mais il n'était pas dans les voyelles. La tension entre les choses. Indocile et inachevé. Ah, très joli. Voilà, alors indocile. C'est la révolte, c'est la résistance, c'est dire non. Hein. Tout à l'heure, je lirai le titre « Il y a des choses que non, significatif ». C'est l'indocilité à tout ce qui peut vouloir briser, diminuer. Je disais tout à l'heure la diminution dans l'être, diminuer l'être humain. Et pour moi, ça, c'est non. Il y a des choses que non. Voilà. Parole de ta grand-mère. Oui, je dirai tout à l'heure. Oui, c'est ma grand-mère. Je ne le dirai pas, j'ai qu'à le dire. C'était ma grand-mère. Je viens d'une famille de résistants. Hein. Mon père était le commandant René et ma grand-mère était une paysanne des Alpes. Une femme tout à fait simple qui écrivait comme ça se prononce. Elle n'était pas tout à fait analphabète, elle n'était pas allée à l'école, mais enfin, elle a plus gardé les chèvres que le reste. Et il y a un texte d'ailleurs qui lui est dédié. Nous autres, tant que nous sommes, enfin, le livre entier. Ouais. Je vais lire simplement l'exergue, ça mais sera oui. beaucoup plus simple. Voilà le début du livre.
C'est pas le début, c'est les... Toujours chez Bruno Doucet, il y a des choses que non. Un jour, l'enfant que j'étais, ne sachant guère de quoi elle parlait, demanda à sa grand-mère pourquoi elle avait fait de la résistance. « Ma fille, répond-elle, il y a des choses que non. Tu ne sauras peut-être pas toujours à quoi dire oui, mais sache à quoi dire non. Je ne sais pas si j'ai su, mais j'ai essayé. » Ce recueil, qui rassemble des textes où résonne l'écho de l'histoire, est dédié à Louise Taon, FFI numéro 18537, paysanne anonyme qui a dit non, et à tous ceux et celles qui partout, à chaque instant, continuent encore et toujours de dire non. Voilà, il y a des choses que non. Donc cette indocilité, mais c'est pas une indocilité, capricieuse. Je déteste ça. Enfin, je déteste ça, ça m'intéresse pas. Voilà, c'est une indocilité ou une résistance à ce qui diminue l'humain, bien sûr. C'est quand des valeurs sont en jeu, la liberté, l'égalité, les valeurs fondamentales de l'être humain. Celles des femmes aussi, qui sont quand même bien. C'est l'égalité. Diminuer, voilà, c'est la question de l'égalité. Bon, ben oui, j'ai écrit beaucoup de textes, mais des textes théoriques, du moins des conférences, etc. Pour ce qui est la visibilité des femmes, comme on dit. Oui. Voilà, c'est un terme qui a été souvent employé parce qu'elles ont été effectivement passées à la trappe et invisibilisées tout au long de l'histoire, et que donc il est grand temps, effectivement, qu'elles soient visibles. Bon, mais c'est une inégalité, une injustice majeure de la société patriarcale, bien sûr, parmi d'autres. Mais celle-là, elle est majeure, parce qu'elle concerne le monde entier, elle concerne des millions d'êtres humains, qui pour certains, je pense aux Afghanes, mais on pourrait penser à bien d'autres, ne jouissent même pas de leurs droits fondamentaux. Non. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que non. Ensuite, j'ai pris quoi ? J'ai pris Inachevé. Alors, Inachevé, est-ce que tu nous lis... donc, tu parles d'Inachevé et tu nous lis un extrait. Ah ben attendez, alors je peux lire... alors, l'Inachevé, je vais aller très vite. Il y a un texte dans justement, il y a des choses que non, parce que ça alterne, c'est pas que... qui s'appelle l'Inachevé de soi, et qui est... parce que nous tout est toujours inachevé. La vie se finit inachevée. Nous sommes nous-mêmes inachevés. Oui. Là, et j'aime beaucoup cette idée de l'inachèvement. L'idée qu'on ne puisse pas clore. L'idée qu'on n'ait pas une main mise. Heureusement, il y a la mort, la grande égalisatrice. Parce que sinon, le délire de contrôle, de maîtrise qui est celui de notre époque, jusqu'à la destruction de la Terre, et donc à un jour notre propre destruction, est quelque chose qui m'est insupportable. Alors que j'aime bien, c'est l'inachèvement, la limite. Voilà, l'incertain, le lieu de la fragilité de nous-mêmes. Je crois que c'est en se tournant uniquement vers la fragilité qu'on peut faire lien à l'intérieur de nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai choisi ces deux mots. Alors, je ne sais pas ce que tu veux que je lise. Un petit bout de l'espèce. Ah, oui. Alors, un bout de l'espèce. Ah, bah là, oui, c'est... Alors là, il faut que je prenne mon souffle. Alors. L'espèce pour l'inachevé. Ah non, il y a l'inachevé, après. Ah, d'accord. Non, l'inachevé de soi, c'est autre chose. C'est pas la même. Ah oui, mais on peut dire l'espèce pour qu'elle prenne conscience de son inachèvement. Oui. Comme tous ceux de mon espèce, je voudrais célébrer mon espèce, car mon espèce célèbre le tout du tout de mon espèce. Mon espèce célèbre le bonheur et la peine de son espèce, la douleur et la jouissance de son espèce. Mon espèce célèbre la naissance, la mort, les âges, les réparations, les retrouvailles de son espèce. Mon espèce célèbre la joie, l'extase, la souffrance, la folie, l'horreur, les crimes de mon espèce. Mon espèce célèbre les saints, les artistes, les poètes, les savants, les sages, les héros, les rois, les prophètes, les faux prophètes, les bourreaux, les martyrs, les tyrans, les criminels de mon espèce. Ainsi est mon espèce, qu'elle célèbre le n'importe quoi de mon espèce, et qui se réjouit autant de la vie que de la mort de son espèce. Car mon espèce est une espèce qui détruit sa propre espèce. Mon espèce s'extermine au nom du mal comme du bien, du passé comme de l'avenir de son espèce. Mon espèce massacre mon espèce au nom de ses terres, de ses dieux, de son or, de ses croyances comme de ses incroyances. Tout rentre, tout fait ventre dans le carnage de mon espèce par mon espèce. Mon espèce est le meilleur auxiliaire de la mort et des souffrances de mon espèce. Mon espèce étripe mon espèce au nom de l'amour, de la liberté, de la justice, de la vérité et de tous les anciens et futurs paradis de l'espèce. Mon espèce ravage mon espèce au nom de l'humanité comme de l'inhumanité de mon espèce. Mon espèce pollue ce qu'elle invente de plus sacré dans le fumier de mon espèce. Et mon espèce tue et traite les autres espèces comme sa propre espèce.
Mon espèce entasse les bêtes qu'elle mange dans des hangars où elles pourrissent vivantes et enferme dans des camps où ils pourrissent vivants les membres de son espèce. Mon espèce viole les femmes et les enfants de son espèce. Mon espèce pend, fusille, bombarde, gaz, démembre, écorche, poignarde les hommes, les femmes et les enfants de son espèce. Ainsi est mon espèce, plus sanguinaire et malfaisante que toute espèce. Même les porcs ont plus de parcelles divines dans leur couenne que mon espèce. Même les porcs ont plus de chances de gagner l'éternité que mon espèce qui martyrise toute espèce, y compris sa propre espèce. Comment peut-on célébrer une espèce aussi nuisible que mon espèce, une espèce oublieuse et avide qui se soumet au pire de l'espèce et anéantit les meilleurs de son espèce pour ensuite les célébrer ? Car mon espèce se rachète et achète son humanité en célébrant les victimes de mon espèce. Et les tessons de lumière qui éclairent la nuit de mon espèce servent de pardon à la cruauté de mon espèce. Il faut être une espèce décervelée comme l'est mon espèce pour croire qu'un Dieu tout-puissant puisse absoudre ses crimes contre son espèce. Il faut être déboussolé comme l'est mon espèce pour imaginer qu'un quelconque infini puisse ressembler à celui qu'invente à son image la sauvagerie de mon espèce. Car mon espèce se sert de ses dieux pour mettre à mort les membres de son espèce. Mon espèce peut louer le Créateur de toute espèce, puis au sortir de ses prières, crucifier, lapider, égorger en son nom d'autres membres de mon espèce. Comment croire aux dieux de mon espèce, qui sont les dieux déféqués par la cervelle détraquée de mon espèce ? La fente d'infini qui traverse le nom de Dieu dans mon espèce est ramenée à la mesure de la porcherie de mon espèce, et aucun Dieu ne peut ressusciter l'âme de mon espèce, assassinée par mon espèce. Ainsi est mon espèce qu'elle fait endosser à ses dieux la porcherie de mon espèce. Qui sauvera mon espèce de mon espèce ? Une espèce qui se gorge de meurtre est une espèce condamnée à la non-éternité de son espèce. L'âme de mon espèce fond comme glaçon entre les mains sanglantes de mon espèce, emportée par sa peur et sa passion de la mort. Car mon espèce passe le plus clair de sa vie à amonceler richesse et prière contre la mort et à se soustraire à la vie pour se donner à la mort. Mon espèce dépense des trésors d'intelligence à se persuader que la mort est la vie et que la vie est la mort. Mon espèce a honte du désir et de la vie auquel elle préfère la putréfaction de la mort. Mon espèce préfère s'insulter par les organes et les actes du plaisir de sa propre espèce, plutôt que d'accepter la mort. Mon espèce a une perversion de l'âme infiniment plus grave que les perversions du pauvre corps animal de mon espèce. Il faut être déglingué comme l'est mon espèce pour s'enterrer vivant dans la mort et vouer sa vie à la mort. Mais ainsi est mon espèce, qu'elle préfère les délires de son esprit malade à la fragilité mortelle de son corps. Double et duplice est mon espèce, qui martyrise le corps animal de mon espèce par peur de la mort et se console de la mort contre la chair animale de mon espèce. Car mon espèce se love sous les mamelles des mères de son espèce et entre les bras et les cuisses des autres membres de son espèce pour oublier la mort. Mon espèce dépaisse les corps des mères de son espèce, abat les vieillards de son espèce, écartèle les femmes de son espèce, arrache les couilles des hommes de son espèce, puis brandit ses trophées pour amadouer la mort. Mon espèce peut le matin bercer ses enfants avec des yeux de biche, aller en éventrer d'autres 2 heures après, puis se laver le sang des mains au robinet avant de dorloter de nouveau la progéniture de mon espèce. Ma folle espèce, affolée par le temps infime de son corps, préfère mourir sa vie plutôt que de vivre la durée si courte de son corps. Mon espèce, terrifiée par la mort, se précipite dans la mort par frayeur de la mort. Mon espèce creuse dans sa chair le sillon de la mort, et l'âme de mon espèce dégringole dans le trou du cul de la mort. Ainsi est l'instabilité effrayante de mon espèce, pétrie de nuages et de fange, et qui remplit de nuages et de fange la fosse de la mort. Si je pouvais, je sortirais de mon espèce, mais je suis de même espèce que les autres membres de mon espèce. Comme tous ceux de mon espèce, je loue et vitupère mon espèce. Mon effroi devant la cruauté de mon espèce fait de moi un membre commun de mon espèce qui se distingue par l'amour et la haine de son espèce. Comme tous les membres de mon espèce, je suis de cette espèce qui étrangle et étreint, bénit et maudit les membres de mon espèce. Il faut être un joyau de l'espèce pour ne pas vouer aux gémonies une espèce aussi bornée et destructrice que mon espèce.
C'est pourquoi mon espèce célèbre les joyaux de son espèce qui parviennent à ne pas honnir leur espèce. Mais mon espèce est trop envieuse et jalouse pour célébrer vivant les joyaux de son espèce. Mon espèce ne célèbre que mort les bienfaiteurs de son espèce et se lave de ses insamies par le remords. Ainsi est mon espèce, adorant le remords et les prophètes du remords, qui lui enjoignent de se repentir pour mieux se soumettre à la mort. Ainsi est mon espèce, toujours gagnante à la loterie de la mort. Le cœur de mon espèce est le charnier métaphysique de la mort, mais dans son cœur, mon espèce ne cesse de pleurer sa mort et ses morts. Telle est mon espèce, qu'elle pleure les victimes et les morts dont elle remplit l'histoire de mon espèce. Telle est mon espèce, qu'elle célèbre la moelle de la vie dans l'os de la mort. Ma pauvre espèce souffre de la maladie et de la douleur de la mort. Ma malheureuse espèce, affolée par la mort, se jette follement au cou de la mort. Ma misérable espèce se meurt d'avoir nommé la mort. Comment célébrer cette tragique espèce qui se débat mortellement dans sa terreur de la mort? Comment célébrer l'insoumission de mon espèce, asservie par mon espèce, le rire cosmique de mon espèce devant l'inconséquence de mon espèce, la révolte tenace de mon espèce contre la tyrannie de mon espèce, la douceur délicate de mon espèce, outragée par la brutalité de mon espèce, la résistance inflexible de mon espèce, torturée par mon espèce, la dignité de mon espèce, humiliée par mon espèce, l'intelligence de mon espèce, dilapidée par la sottise de mon espèce, la générosité de mon espèce élimée par l'avarice de mon espèce, l'ingéniosité de mon espèce dévoyée par la rapacité de mon espèce, la puissance de mon espèce submergée par l'impuissance de mon espèce, la lucidité de mon espèce anéantie par l'aveuglement de mon espèce, la grandeur de mon espèce rongée par la petitesse de mon espèce, l'espoir de mon espèce étouffé sous le désespoir de mon espèce, la rébellion obstinée de mon espèce écrasée par mon espèce, les sanglots de mon espèce conduite par mon espèce dans la vallée de la mort. Vous écoutez Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du dire, émission littéraire, et je reçois Claude Bert pour un abécédaire un peu particulier puisque je l'interroge au fil des voyelles et Claude Bert, la lettre O. Alors, la lettre O. Alors, j'ai pris ouvert et originalité. Alors, ouvert, je crois que je n'y reviens pas quand on l'a entendu, Oui. cette idée d'ouverture vers le monde, vers l'ouvert. C'est une expression que j'emploie souvent, l'ouvert de la vie. Puis l'ouverture, j'aime bien l'ouverture. L'ouverture à l'autre, l'ouverture. Puis ça va même plus loin, c'est-à-dire que ça a à faire peut-être aussi. Tout à l'heure, je disais que je n'aimais pas cette notion de contrôle, de la domination, la volonté de maîtrise au sens de domination. Parce que j'aime bien, je crois qu'il est important qu'il y ait quelque part de lâcher prise. Il y a justement, c'est bien ça qui fait le malheur de mon espèce. C'est ça, Et donc, elle est très médiatique aussi, cette volonté de contrôle, elle passe aussi beaucoup par les médias et les écrans maintenant pour notre jeunesse. Oui. Oui, le contrôle, c'est la dépossession. Ouais. Voilà. Donc, on dépossède quelqu'un de sa liberté, de toute chose. Pas seulement de sa liberté, de sa capacité de penser. Il ne faut pas oublier qu'on a servi l'esprit par sa paresse. C'est par sa paresse qu'on a servi l'esprit. Et donc, on est dans un asservissement de l'esprit. Total. Asservissement de l'esprit. Et donc, en contrepoint, je parle de l'ouvert, je parle de la circulation de la parole, je pense à une jolie phrase de Giono, je cite de mémoire, elle n'est peut-être pas exacte, mais la vie, c'est comme, elle n'est pas exacte au mot près, mais la vie, c'est comme de l'eau, si tu serres le poing, elle gicle, si tu ouvres la main en creux, tu la gardes. Et je pense qu'il en est de même de toute chose, même du poème. À un moment donné, si c'est trop... c'est ce que je disais tout à l'heure, ce balancement entre la pulsion, le non contrôlé et le contrôlé. C'est-à-dire, enfin, ou du moins le contrôlé, oui, ce qui revient dessus, etc. Et c'est cet équilibre précaire, ce fil fragile entre les deux, qui pour moi fait le poème. Quand il est trop contrôlé, c'est terminé, il est mort. Et quand il est trop dans la pulsion de l'émotion, c'est fini, il est mort aussi. Enfin, pour moi. Il est instantané, il répond à une émotion de l'instant et il meurt très vite. Et il me semble qu'il ne tient enfin du moins c'est ce qui m'a semblé dans tous les poètes que j'ai lus, que j'aime,
il tient de ce fil fragile entre les deux. Et alors, chaque poète l'obtient à sa manière, le trouve à sa manière. Il n'y a pas de recette sur ça. Donc voilà ce que j'appelle l'ouvert. C'est un peu ce lâcher-prise, cette ouverture à la vie, cet accueil. Voilà. Il faut qu'il y ait de l'intention, parce que maintenant on est dans les termes tout le temps. Il faut qu'on ait des projets dans la vie, c'est pas ça. Mais dans le projet, l'intention, la conquête, c'est bien gentil. Hein, sauf que la mort vient ici ralentir et couper les choses avec brutalité. Et elle se rappelle à nous. Et on dirait que l'être humain ne veut pas entendre cela, qu'il est limité et mortel, que c'est dans cette fragilité du corps que s'inscrit justement sa capacité de rapport à l'autre, y compris sa capacité de création, de dépassement de lui-même. Voilà, et donc c'est ça l'ouvert pour moi. Et après, le deuxième mot que j'ai pris, c'est originalité. Ouais. Alors j'ai pris originalité parce que j'aime que les choses soient, alors par original, je sais pas, la convention de l'originalité. Encore qu'après tout, chacun a le droit de se mettre une plume au chapeau, c'est pas ça. C'est plutôt du côté de la notion de singularité, de la notion d'irremplaçable. Il y a un livre de Cynthia Fleury, là, qui est paru il y a 2-3 ans, qui s'appelle Les Irremplaçables. Et je pense que chaque être humain, chacune, est irremplaçable. À la fois remplaçable, parce que nous nous succédons sans fin, mais en même temps irremplaçable. Unique, voilà. Ouais. Et c'est ça que j'ai mis sous le mot originalité, c'est-à-dire que c'est unique de chacun de nous, qui me paraît infiniment précieux, et que j'appelle la singularité, parce que naturellement, je suis parfois un peu fatigué de l'emploi de ce terme de différence, acceptons le différence. Bon, je veux bien l'entendre dans le sens courant, mais il faut quand même se rendre compte qu'il n'y a de différence qu'à partir du moment où un trait physique, par exemple la couleur ou le sexe féminin, la couleur noire par exemple, sont saisis par une parole de domination pour asservir l'autre. Ça va être un prétexte. C'est-à-dire que c'est toujours le dominant qui décrète la différence. C'est la parole de domination qui dit, voilà, celui-là, il est différent. Différent de quoi ? Différent de moi qui parle. La différence, elle est énoncée, mais pas pensée ni reconnue, malheureusement. C'est-à-dire que c'est surtout le terme qui est absurde. Voilà. Il n'y a pas de différence. Il n'y a que différence par rapport à... Donc, il n'y a de... il y a une singularité, mais pas une différence. Voilà, c'est-à-dire que le terme... Et ça, c'est énorme. Le terme de différence est un terme ambivalent. Voilà. Il n'y a de différent que quand une société l'inscrit comme tel. Exactement. Voilà, et c'est un discours dominant qui inscrit le différent. Je me souviens... Mais pas la singularité qui n'admet pas. Je donne un exemple tout simple. Voilà, quand j'étais prof de philo, je me rappelle... C'était l'époque où on disait, est-ce que l'homme est-il l'égal de la femme l'égale de... Enfin, du moins, la femme l'égale de l'homme. Et j'écrivais au tableau, tout simplement. Moi, j'aime pas les discours moralisateurs. Ça ne marche jamais. Non. Il faut penser. Et j'écrivais, l'homme est-il l'égal de la femme ? Et donc, mes étudiants, aussitôt, mes élèves, quand j'étais en terminale, à l'époque, j'avais 25-30 ans, 25 ans, ils m'arrêtaient, ils me disaient, madame, vous vous êtes trompée. Ah bon ? Et pourtant, la phrase « l'homme est-il l'égal de la femme » ou « la femme est-elle l'égale de l'homme » sont les mêmes d'un point de vue de la logique. Et ils le voyaient tout de suite. Ouais. Alors pourquoi l'une est-elle disciple ? La femme est-elle l'égale de l'homme ? Et l'autre n'est-elle pas disciple ? Et c'était fini. C'est-à-dire que là, devant l'étonnement, rien qu'un tout petit mouvement syntaxique, c'est-à-dire qu'il voyait bien comment la différence était posée en un sens. La femme était différente de l'homme, mais pas l'homme différent de la femme. Le référent, si on peut dire, le patron de l'humain, au double sens de maître et de patron, patron comme un patron de couture, était là, l'homme au sens mâle, bien sûr, au sens vir, et il le voyait tout de suite. Et après, c'était facile de détricoter l'idéologie, etc. C'était tout simple. C'est pas la peine de faire un discours moralisateur. Non. Ça allait beaucoup plus vite. Pourquoi ? Parce que ça montrait bien que la différence ne fonctionne que par rapport à une référence. C'est pour ça que je préfère le terme de singularité. Voilà. Alors, on est sur Fréquence Paris Pluriel, 106.3, et je suis avec Claude Bert. Et alors, la lettre U, alors, Claude Bert. Alors, j'ai retenu deux mots
J'ai fait des doubles, j'ai fait comme ça. Pour lire du pas dire. Des doubles, j'aime pas les doubles. J'aime pas les doubles. Je veux dire encore, tu sais, j'aime pas. Je parle trop vite. Quand on parle trop vite. Non, j'aime bien faire. Ça soit deux comme ça peut être en tension. Voilà, ça crée tout de suite une possibilité de parole. Alors, j'ai retenu univers, utopie. Voilà. Alors, univers, oui, parce que ça m'importe beaucoup. Ouais. Univers, parce que nous sommes les parties d'un tout. J'ai un texte tout à l'heure. Nous sommes un élément parmi un grand tout. Nous sommes qu'un fragment de la vie. J'aime beaucoup la phrase d'Hippocrate. Tout respire dans tout. Mais oui. Voilà. Et donc nous sommes que partie du tout et partie de l'univers. Nous ne sommes que des poussières dans l'univers, poussières d'étoiles, des poussières dans l'univers. Et je crois que cette conscience d'être partie d'un tout, d'être qu'un des éléments du vivant, est fondamentale pour un respect de tout le vivant, de tout l'univers. Or, il y a une espèce il n'y a pas une espèce, ça c'est venu d'un religieux, d'une idée religieuse mais mal comprise aussi. Les mystiques le comprennent autrement. Mais les dévots comprennent jamais rien, par définition. Oui, c'est la définition même du dévot. Il prend les choses à la lettre. Voilà. Mais c'est l'idée quand on le prend c'est l'idée que l'homme serait le roi de la création. Nous sommes rois de rien du tout. Nous sommes simplement un élément, un moment. Un petit moment, un petit moment de la création, comme ça se profile. Et qui peut-être aura une fin, justement, s'il est assez stupide pour se croire le tout de la création. Et j'aime beaucoup donc ce mot d'univers pour moi. Ça représente évidemment, ça ramène à cette conscience d'un tout, le Tao. Bien sûr. La pensée du Tao, la pensée extraordinaire. Voilà. C'est cette idée que nous ne sommes que dans le mouvement de l'univers. Et puis en même temps, ça me ramène à la respiration, à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, un poème, c'est toujours en tension entre deux mouvements. La vie est indissociable de la mort, la dualité, la constitution même du monde. J'ai un livre qui est paru, là, tiens, mais je ne l'ai pas porté parce que nous n'avons pas le temps éternel. Mais un livre qui s'appelle donc Titan Bonsaï et l'extrémophile de la langue. Titan Bonsaï, l'extrémophile de la langue. Bon, alors, c'est un livre parce que j'ai fait un stage, enfin pas un stage, une résidence d'écriture auprès de Nathalie Carrasco, physicienne, donc la grande physicienne française, et pourquoi Titan Bonsaï ? Parce que elle a refait sur Terre, dans à peu près grand comme la pièce où nous sommes ici, une machine qui reproduit l'atmosphère de Titan. Donc voilà, donc Titan bonsaï, parce que vu que Titan fait plusieurs fois la Terre, là il est vraiment un bonsaï de Titan, comme on dit, voilà. Et l'extrémophile de la langue, c'est le poème. Qu'est-ce qui est à l'extrême de la langue ? À l'extrémophile, donc celui qui aime vivre dans les extrêmes, c'est le poème. Puisqu'un extrémophile, c'est une bestiole qui aime vivre soit dans le feu, soit dans les glaces, etc. Ce sont des animaux, les extrémophiles. Bon, des animaux ou des cellules qui vivent dans des milieux extrêmes. Donc, j'ai ce texte, Titan Bonsaï et l'extrémophile de la langue, c'est un texte c'est aux éditions Les Lieux Dits, avec d'ailleurs des photographies d'Adrienne Hart. C'est un livre dans lequel il y a ce jeu permanent, à la fois je dis des choses, mais il y a un jeu permanent du poème avec la science, sans arrêt. Il est très amusant ce livre. Il est à la fois amusant et puis parfois il est très... Non, c'est un travail poétique, c'est pas du tout quelque chose qui voilà, mais qui essaie de saisir à travers le poème quelque chose de l'ordre des intuitions scientifiques en faisant des allers-retours, mais pas la confusion. J'aime pas la confusion ni la fusion, l'aller-retour, la tension. L'aller-retour entre le mouvement, c'est ça qui m'importe. Et l'immobilité quelque part. Qui est un temps de mouvement. Exactement. Mais si tu veux que ce que je veux dire, pour donner peut-être une image simple, c'est comme quand on marche, on passe d'équilibre en déséquilibre, et le résultat, c'est pas le dandinement, c'est la distance parcourue. C'est ça. C'est pareil pour un poème. C'est pareil pour un poème, c'est pareil pour une pensée. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la pensée des éléments duels, des éléments contrastés, ne débouche pas sur peut-être ben que oui, peut-être ben que non, puis un peu de tout, ma barbe d'âme. Non, ça, mon brave homme, de pareil, ça ne débouche pas sur ça. Ça débouche sur un mouvement, sur un déplacement de la pensée. Voilà, moi, ce qui me... alors tiens, je vais te dire un petit quelque chose. Voilà, et puis l'utopie. Puisqu'on va être obligé de parler vite avant que tu lises Est-ce que tu as retenu quelque chose pour le Y qu'on voulait laisser de côté ? J'ai retenu. Bon, alors,
Vas-y, ta lecture, et puis... Tu laisseras tomber le Y, sinon c'est pas très grave. Tu crois qu'on en parle juste avant de finir du Y quand même, parce que c'est pas juste. Alors, l'univers, puis l'utopie quand même. D'accord. J'avais dit parce que l'utopie était nécessaire, mais je la résumerai ainsi, je l'ai dit dans un article paru dans la revue Cité. Qu'est-ce que c'est pour moi? C'est l'utopie d'un monde hospitalier au tout vivant. Parce que le poème a de l'hospitalité. Ah oui. Il accueille le tout, grillons et galaxies. Et c'est cet accueil du poème, cette hospitalité du poème, qui quelque part lance vers une utopie dans le monde hospitalier au tout vivant. Alors un peu de trucs sur l'univers. Un extrait de... La mort n'est jamais comme. Voilà, très bien. Alors, la mort n'est jamais comme est fait en alternance entre des poèmes longs et verticaux et des poèmes très courts et très serrés, comme des petits pavés. Et c'est toute cette alternance, c'est la construction du livre, mais elle renvoie évidemment à une alternance symbolique. La crique avance en proue vers le large, inversant son habituel arrondi de morsure. La mer sent le sel et le sureau. La lumière à l'attaque par bondes escrimeuses, à fleuret moucheté, en semis de fléchettes, en nébuleuse, par masse de regroupements magnétiques. Je somnole vaguement, maritimement, le tam-tam d'un ballon, sa cornée d'ombre circulaire martelant le mur à la chaux, les percussions rythmiques de la mer, contre rien, dans tout. Il fusionne une houle originelle, le magma de l'anté et post-cosmos dans une carte postale, son pigeonnier à particules, son dépli, sa mathématique fractale, le tsum-tsum rétractile de l'univers. Vous écoutez Lire du Dire sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et je reçois Claude Bert pour un abécédaire un peu particulier puisqu'on égrène, on énumère les voyelles et Claude Bert juste le Y. Ah bah le Y, on va reprendre des choses qu'on a déjà dites, donc voilà, on va aller donc plus vite. Non. Mais enfin quand même, Yin-Yang. Ah voilà, Yiking. c'est énorme, oui. Voilà. Le Yiking est énorme. Alors Yin-Yang, c'est la dualité, c'est l'ambivalence, c'est la pulsation, c'est la vie, la mort, c'est l'expansion et la rétraction, le tsum-tsum que j'ai lu dans le texte précédent. C'est le solver et coagula de l'alchimie. Solver, coaguler, se rétracter, solver, c'est temps inspirer, expirer, tu reviens toujours là. C'est la fusion et la distance, c'est la voix et la vue. Bon, après pour le reste, ce qu'on n'aille pas me dire, c'est le féminin, le masculin, parce que ça m'exaspère, parce qu'on met toute une série de qualités. La douceur chez les femmes, la force chez les hommes complètement ridicule, alors qu'il y a des hommes très doux, des femmes, voilà, c'est complètement idiot. Donc ces qualités sociales attribuées à l'un ou à l'autre ne m'intéressent pas. Mais m'intéresse pas d'en faire des généralités toujours restrictives pour les unes comme pour les uns. Pour les deux. Ouais. Les deux sont prisonniers de cela. Donc, dans le yin-yang, ce qui m'intéresse, c'est cette constitution de la dualité, y compris de l'ambivalence humaine dont je parlais dans l'espèce. Toute la fin, c'est un yin-yang. La grandeur de l'espèce, la petitesse de ceci. Et dans le symbole, d'ailleurs, il y a un peu du yin dans le yang et un peu du yang dans le yin. Oui, et tout être humain devrait être un Tao, si possible. Si possible. Voilà, ou du moins un Tao, un tout. Être dans ce mouvement permanent. Donc, j'ai pris ce mot du yin-yang parce qu'il allait avec Y. Mais on est dans tous ces éléments de tension entre les pôles qui génèrent le mouvement, équilibre, déséquilibre, quand je parlais de la marche, et qui sont pour moi fondamentaux. La voix et la vue pour le poème, etc., la distance et le... Voilà. Donc tout ça, c'est pour moi fondamental. Donc je les subsume, je dirais un bon philosophe, sous le terme de yin-yang qui est venu à Y. Et puis j'ai pris Yiking. Le Yiking, qui travaille d'ailleurs avec le yin-yang, c'est un livre, ça s'appelle le livre des mutations. C'est un livre de divination ou de méditation plutôt, qui est bien sûr chinois. Tout ça, c'est autour du Chan qui a donné le zen chez les Japonais, mais on ne va pas se lancer dans une histoire de tout cela. Et c'est pas le côté mansi du Yiking qui me... C'est le livre de l'univers, ça, voilà, y a tout c'est dedans. Plutôt le livre de méditation, c'est le livre... Bon, on peut méditer, comme d'ailleurs des choses équivalentes, enfin analogues, pas équivalentes, existent en Europe avec par exemple les tarots, qui sont des images normalement synthétiques et de méditation, qui reprennent des thèmes antiques, etc. Donc tout ça, il y a quelque chose de magique, c'est pas parce que je crois à une magie
Je suis quelqu'un, j'aime la rationalité, mais il faut que la raison, j'aime pas, on ne peut pas vivre sans rationalité. Aujourd'hui, on est dans une confusion entre l'opinion et le savoir, c'est quelque chose de terrible. Ça, c'est une régression terrible. C'est-à-dire qu'on sort des ordres pascaliens, hein. L'ordre du corps, l'ordre de l'esprit, l'ordre du cœur, c'est-à-dire de la spiritualité. Tant qu'on les mélange pas, ça va. Mais quand on commence à confondre l'opinion et le savoir, c'est une régression terrible. C'est terrible. Civilisationnellement parlant. Et c'est ce qui est, c'est nuisible, c'est terrible. C'est mortel. Mortel. Tout. Voilà. C'est quelque chose qui est mortel, qui est toxique et mortel. Toxique. Donc la raison est souveraine dans le domaine de la raison, mais elle n'est pas l'absolu. Non. Donc il faut que la raison n'épuise pas le monde. Pour employer nous avons aussi du sensible, nous avons aussi, alors tu as parlé de spirituel tout à l'heure, moi je préfère peut-être le mot de transcendance. Comme ça, il y a dedans, il n'y a pas de croyance. Il est galvaudé le mot spirituel, malheureusement. Non, mais il peut y avoir une spiritualité. J'entendrai par là, c'est tout simple, prendre des grands mots, cette dimension qui en l'homme le dépasse. Voilà. La conscience de cette dimension de ce qui en l'homme la dépasse. Alors chez les uns, ça s'emplit de croyances, chez les autres, il n'y a pas de croyance dedans. Dans tout ce qui est le taoïsme, le bouddhisme, il n'y a pas de Dieu personnel dans les monothéismes méditerranéens, les 3 monothéismes, il y a un Dieu dedans. Bon, mais ça, chacun là, ses croyances, je n'entre pas là-dedans. Ce qui est intéressant, c'est quand ça se parle en termes d'ouverture, en termes de pensée d'un sensible, ou d'un sensible au sens du le sensible, pas d'une perception du monde qui ne se résout pas dans la rationalité. Et on ne peut pas parler de poème sans parler de ça. Non. C'est-à-dire, dans le poème, il y a cette dimension que tu as appelée tout à l'heure initiatique, si je me souviens bien. Hein, si on entend par initiation le fait simplement, l'initiation, c'est une expérience. Une expérience, voilà, tout simplement. C'est une expérience du monde qui implique le tout de nous, le corps, l'esprit. Certains diraient l'âme, moi je préfère dire que le cœur, comme ça c'est plus... c'est plus neutre et ça permet ça correspond mieux à ce que je ressens, c'est-à-dire la bienveillance du côté du cœur, la rigueur et le discernement du côté de la raison, voilà, et le sensible, la sensation, la jouissance du côté du corps. Alors je vais peut-être lire un seul texte, voilà, et ce sera le dernier. C'est-à-dire le dernier texte de Mu, qui est paru aux éditions Pures, qui est un drôle de texte, j'en dis un mot quand même, parce que c'est un récit dans lequel s'incrustent des poèmes qui passent du récit au poème, et d'un récit très... Je ne peux pas, parce que faudrait lire le texte en entier. Alors, et dedans, dans ce texte, ça passe parfois du récit au poème, de la parole scandée à la parole narrative, et ça raconte à la fois un séjour qui me rappelle mon enfance, et peut-être le bilan d'une vie. Donc ça, c'est à chacun de le découvrir, mais je voulais lire là simplement le dernier texte sur ce yiking qui clôt l'ensemble. Alors, et ce sont des sonnets. Voilà. Des sonnets contemporains, bien sûr. Collines, cou et crâne. Les collines et leurs chaperons de hautes cimes vigilantes et sourcilleuses ressemblent à la conscience, penchant, attentive, son front sur la poitrine, cou rembourré de voix furtives qui s'adressent à son profonde gorge étroite. Qu'ils se tendent vers un tout près de visage ou le très loin de l'étoile du berger déclinante, toujours, cou, c'est cou. Sa peau tendre et plissée, sa clique de vertèbres articulées. Quelle rotation espérée de la nuque, au-delà des 180 degrés d'horizontale aux 2 épaules, même si en rêve, le crâne tourne à son pivot au-delà du mi-parcours et l'œil d'éveil à 360 degrés dans un zodiaque de figures motrices. Merci beaucoup Claude Bert d'être venu évoquer ces voyelles et puis évoquer à travers ce chapelet de voyelles justement des tas de choses extraordinaires, ton écriture et puis la grande humanité qui est en toi. Voilà, c'est une émission ouverte, une émission singulière et une émission magnifique. Je te remercie beaucoup d'être venu. Merci à toi et à tous ceux et celles qui m'ont écouté.